Quelque chose d'essentiel a disparu du marché de l'argent. Et le paradoxe, c'est que presque personne n'en parle, pendant que les médias financiers débattent encore des taux d'intérêt et des discours de banquiers centraux. Un mouvement massif est en train de se produire ailleurs, hors caméra, loin de Wall Street. Un mouvement qui remet en cause le prix que tu vois sur ton écran. Voici le point de rupture. Ce n'est ni un hedge fund, ni une banque, ni un trader spéculatif qui a déclenché ce choc. C'est un pays entier. Et ce pays agit comme si l'argent métal était en train de devenir introuvable. Selon les données commerciales que nous avons sous les yeux, l'Inde a importé environ 5,9 milliards de dollars d'argent physique en seulement 4 mois. Pas sur une année, pas sur un cycle exceptionnel. 4 mois. Maintenant, pose-toi la question essentielle. Comment un marché aussi petit que celui de l'argent peut-il absorber une telle quantité sans que quelque chose casse? Parce que quand un acteur de cette taille décide d'acheter à ce rythme, ce métal ne circule plus. Il disparaît des coffres accessibles au reste du monde. Et voilà pourquoi cela te concerne directement. L'argent n'est pas un actif abstrait. C'est une ressource finie utilisée dans l'énergie, l'électronique, l'industrie moderne. Quand il quitte le marché, il ne revient pas facilement. Le prix affiché peut rester calme, même quand la réalité physique est déjà sous tension. Ce type d'achat ne ressemble pas à un simple investissement opportuniste. Ça ressemble à une décision stratégique prise dans l'urgence. Mais voici le détail qui change tout. Si ce mouvement est réel et les chiffres le confirment, alors le prix que tu vois aujourd'hui pourrait ne plus refléter la vraie bataille qui se joue. Et si c'est le cas, ce qui arrive ensuite ne sera pas progressif. Ce sera brutal parce qu'une fois que le métal est parti, il n'y a plus de bouton annuler. Ce qui se passe n'est pas un événement isolé. C'est une rupture de rythme. Pendant des années, le marché de l'argent a suivi une logique lente, presque ennuyeuse. Entre 2013 et 2019, l'Inde importait en moyenne environ 1,5 milliard de dollars d'argent sur une année entière, 12 mois, un cycle complet. Aujourd'hui, ce même pays a absorbé près de 4 fois ce montant en seulement 4 mois. C'est une hausse d'environ 400 % par rapport à la norme historique. Et même comparé à 2022, déjà considéré comme une année record, ce rythme d'achat est encore supérieur d'environ 64 %. Maintenant, arrête-toi une seconde. Ce genre de saut n'est pas une courbe. Ce n'est pas une tendance. C'est une ligne verticale. Ce que les ingénieurs appellent un changement de fonction. Quelque chose s'est cassé dans l'ancien modèle. Et pourtant, l'explication dominante que tu entends encore partout reste la même. On te dit que c'est culturel, qu'il s'agit de bijoux, de festivals, de traditions saisonnières. Mais voici le moment clé. Remarque ce qu'il n'explique jamais clairement. Pourquoi maintenant et pourquoi à cette échelle? Importer près de 6 milliards de dollars d'argent en 4 mois dépasse largement une logique décorative. Ce volume correspond à des décisions industrielles et stratégiques, pas à des achats symboliques. C'est là que l'histoire change de niveau, parce que si cette demande n'est pas temporaire, si elle s'inscrit dans un besoin structurel, alors on ne parle plus d'un pic de consommation, on parle d'un déplacement durable du métal hors du système occidental. Et quand un stock physique commence à se déplacer à cette vitesse, le prix ne réagit pas toujours immédiatement. Il résiste. Il donne une illusion de stabilité. Mais cette illusion a une date d'expiration. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder non pas ce que l'Inde dit, mais ce qu'elle construit et ce qu'elle consomme réellement. C'est là que les chiffres deviennent beaucoup plus dérangeants. Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde de conséquences. Ce mouvement n'est pas décoratif, il est industriel. Et on peut le prouver. L'Inde est en train de moderniser massivement son réseau électrique. Elle développe de vastes parcs solaires. Elle étend rapidement sa capacité de fabrication électronique pour concurrencer la Chine. Et dans chacun de ces secteurs, l'argent n'est pas optionnel. Il est utilisé dans les cellules photovoltaïques. Il est utilisé dans les contacts électriques. Il est utilisé dans les composants de précision. Maintenant, regarde le détail que presque personne ne relie à ces importations. Le marché mondial de l'argent est déjà en déficit. On consomme plus d'argent qu'on en extrait des mines. Depuis des années, cet écart est comblé par des stocks au-dessus du sol, des réserves,
des buffers, mais quand un acheteur arrive avec près de 6 milliards de dollars et commence à aspirer ce métal, ce buffer disparaît. Il n'est pas déplacé, il est consommé. C'est ici que l'histoire bascule, parce que l'argent que l'Inde achète ne vient pas d'une nouvelle source miraculeuse. Il provient des marchés occidentaux, des coffres liés au LBMA, des raffineries suisses, des entrepôts qui alimentent les marchés à terme. Autrement dit, ce métal est retiré du plateau de jeu occidental. Mais voici le point que beaucoup refusent de voir. Remarque ce qui n'est jamais nié. Personne ne conteste les chiffres d'importation. Personne ne dit que ces cargaisons n'existent pas, parce qu'on ne peut pas falsifier un rapport douanier. On peut manipuler des contrats papier, pas des tonnes de métal qui traversent une frontière. Quand un acteur industriel voit venir une pénurie, il n'attend pas que le prix monte. Il sécurise l'approvisionnement maintenant, même si le prix semble élevé aujourd'hui. Et c'est précisément ce comportement qui explique quelque chose d'étrange sur les graphiques. Pourquoi chaque baisse de prix est immédiatement rachetée? Pourquoi le marché refuse de s'effondrer malgré la pression papier? Quelqu'un, quelque part, considère chaque baisse comme une opportunité, mais ce n'est encore que la moitié de l'histoire. Parce que pendant que l'Inde aspire la quantité, un autre acteur, encore plus massif, est en train de faire quelque chose de différent. Il ne se contente pas d'acheter. Il modifie le mécanisme du prix lui-même. Et c'est là que la situation commence vraiment à devenir instable. Voici comment la situation s'accélère. Jusqu'ici, on parlait de volume, de stock, de flux physique. Maintenant, on parle de comportement de marché. Et c'est là que les signaux deviennent impossibles à ignorer. Malgré la pression constante sur les marchés papier, chaque correction du prix est rapidement absorbée. Les baisses ne durent pas. Elles sont rachetées presque immédiatement. Ce n'est pas normal dans un marché supposé être bien approvisionné. Regarde ce que cela implique. Si le prix baisse à Londres ou à New York et qu'il remonte aussitôt, ce n'est pas de la spéculation nerveuse. C'est une demande qui attend. Une demande patiente, liquide, prête à intervenir dès que le métal devient légèrement moins cher. Et voici le précédent historique qui compte. Dans les périodes où une matière première devient stratégique, le marché change de nature. Le prix ne reflète plus l'abondance. Il reflète la peur de manquer. On l'a vu avec l'énergie, on l'a vu avec certaines denrées agricoles. Et maintenant, on commence à le voir avec l'argent. Ce qui était autrefois considéré comme exceptionnel devient normalisé. Un déficit structurel était censé provoquer une hausse progressive. À la place, on observe une compression, une tension silencieuse. Le marché est tenu en équilibre artificiel pendant que le métal physique quitte les coffres. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Plus le prix est maintenu bas sur les écrans, plus il attire les acheteurs physiques. Chaque tentative de calmer le marché crée l'effet inverse. Elle accélère la sortie du métal. On est passé d'un marché d'échange à un marché de captation. Le métal ne circule plus pour optimiser le prix, il est capturé pour sécuriser l'avenir. Mais voici la bascule que peu de gens anticipent. Tant que ce phénomène reste cantonné à un seul acteur, le système peut encaisser. Le vrai danger apparaît quand un deuxième pôle entre en jeu et commence à tirer le marché dans une direction opposée. Et ce pôle-là ne se contente pas d'acheter, il impose sa propre réalité de prix. C'est ici que l'histoire quitte le terrain de la quantité pour entrer dans celui de la fracture des prix. Voici le point qui change définitivement la lecture du marché. En parallèle de cette aspiration massive de métal, le prix de l'argent en Asie s'est détaché du prix occidental. À Shanghai, l'argent se négocie à des niveaux nettement plus élevés que ceux affichés à Londres ou à New York. Mais le chiffre le plus important n'est pas le prix lui-même, c'est l'écart. La prime entre le prix de Shanghai et celui des marchés occidentaux a atteint un niveau historiquement élevé. Et ce détail, à lui seul, invalide l'idée d'un marché équilibré. Regarde ce que cela signifie concrètement. Si tu peux acheter de l'argent à un prix dans une région du monde et le vendre bien plus cher dans une autre, l'arbitrage devient irrésistible. Ce mécanisme est censé lisser les différences. Faire circuler le métal, refermer l'écart. Mais voici la partie que presque personne n'ose dire clairement. L'écart ne se referme pas. Il s'élargit. Si l'arbitrage ne corrige pas la différence de prix, ce n'est pas parce que les traders sont incompétents. C'est parce que le métal physique ne circule plus librement.
quelque chose bloque. Et là, la contradiction devient flagrante. Les marchés papier continuent de signaler une relative stabilité. Pendant ce temps, le marché physique envoie un message totalement différent. L'argent est rare là où il est réellement consommé. Remarque ce qu'on n'entend jamais dans les démentis officiels. Personne ne dit que cette prime est insignifiante. Personne ne dit qu'elle va disparaître toute seule, parce que ce genre d'écart n'apparaît que lorsque les acheteurs industriels sont prêts à payer plus, non par choix, mais par nécessité. C'est la ligne qui change tout. Quand un fabricant a besoin d'argent pour terminer un produit, il ne négocie pas le prix comme un investisseur. Il paie ou il s'arrête. La Chine est au cœur des chaînes de production mondiales, notamment pour le solaire, l'électronique et les technologies énergétiques. Et ces secteurs consomment de l'argent de manière non substituable. Quand le prix le plus élevé apparaît précisément là où le métal est transformé en bien réel, ce n'est pas une anomalie. C'est un signal de vérité. À partir de là, le prix affiché ailleurs commence à ressembler à une relique. Une référence administrative, pas un prix de compensation réel. Et si cet écart persiste, ou pire, s'il continue de s'élargir, alors le marché n'est plus un marché global. Il est en train de se fragmenter. C'est à ce moment-là que la question devient urgente. Que se passe-t-il quand le métal cesse de sortir d'une région au moment même où le reste du monde en a le plus besoin? C'est ici que la mécanique se transforme en crise, parce qu'un écart de prix persistant n'est pas seulement un symptôme, c'est une force gravitationnelle. Quand la différence entre le prix asiatique et le prix occidental atteint des niveaux extrêmes, chaque once disponible est attirée vers la zone où elle est la mieux payée. Ce n'est pas une opinion. C'est la logique de l'arbitrage physique. Le métal quitte les marchés à bas prix pour rejoindre ceux où la demande est la plus urgente. Et maintenant, observe ce détail dérangeant. Malgré ces flux, malgré ce mouvement naturel du métal vers l'Asie, la prime ne baisse pas. Elle augmente. Cela signifie que même avec l'argent qui arrive, la demande n'est toujours pas satisfaite. C'est là que le scénario devient instable, parce que si le métal circule et que la pénurie persiste, alors la pénurie est plus profonde qu'on ne le pensait. Elle n'est pas marginale, elle est structurelle. On n'assiste pas à un simple déséquilibre temporaire, on assiste à un point de rupture entre le monde du papier et celui du métal réel. Et ce point de rupture a une conséquence immédiate. Les stocks disponibles sur les marchés occidentaux commencent à se contracter. Les inventaires servent de tampon depuis des années. Mais un tampon n'est pas infini. Une fois vidé, il ne remplit plus sa fonction. C'est ici que la normalisation devient dangereuse, ce qui aurait dû déclencher une alerte majeure et traiter comme une fluctuation ordinaire. Les écrans continuent d'afficher des prix gérables, pendant que le métal, lui, quitte silencieusement les coffres. Remarque ce qui se passe quand ce type de situation se prolonge. Les acteurs financiers peuvent continuer à échanger des contrats. Mais les acteurs industriels, eux, commencent à sécuriser l'accès. Ils ne cherchent plus le meilleur prix, ils cherchent la certitude de livraison. À partir de ce moment, le prix cesse d'être un signal économique. Il devient un outil de rationnement. Ceux qui peuvent payer obtiennent le métal. Les autres attendent ou s'arrête. Et c'est précisément à ce stade qu'un nouveau facteur entre en jeu. Parce qu'au lieu de laisser le métal circuler pour équilibrer le système, certains pays commencent à faire l'inverse. Ils ferment la porte. Ils retiennent ce qui entre. Quand une région consommatrice décide que le métal est trop stratégique pour ressortir, l'arbitrage meurt. Le marché se fige et la pénurie se mondialise. C'est là que la question n'est plus combien ça coûte, mais qui y a encore accès. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire maintenant. C'est ici que le jeu change de règle, parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement de flux ou de prix. Il s'agit de contrôle. Lorsque certains pays considèrent une ressource comme stratégique, ils ne se contentent plus de l'acheter. Ils en limitent la sortie. Ils privilégient l'usage domestique. Ils transforment une marchandise mondiale en levier national. Et c'est exactement ce que les données suggèrent. Une part croissante de l'argent raffiné et consommé en Asie ne revient plus sur les marchés internationaux. Le métal entre, mais il ne ressort pas. Voici pourquoi ce détail est explosif. Pendant des décennies, le marché mondial fonctionnait sur une hypothèse simple. Peu importe où l'argent était consommé, il pouvait toujours être revendu, recyclé,
réexporter. Cette circulation permanente permettait de lisser les pénuries. Mais remarque ce qui change. Quand le métal est intégré dans des infrastructures critiques, énergie, électronique, technologies industrielles, il ne redevient pas liquide. Il est immobilisé pour des années. Chaque once qui entre dans ce type d'usage est une once définitivement retirée du marché disponible. C'est là que la pénurie devient cumulative. Elle ne se résorbe pas avec le temps. Elle s'aggrave, lentement puis soudainement. Et maintenant, regarde l'effet domino. Si les régions productrices ou consommatrices retiennent l'argent, les marchés occidentaux doivent fonctionner avec un stock de plus en plus réduit. Les contrats continuent d'exister, les promesses aussi. Mais le sous-jacent, lui, se raréfie. C'est le moment où les prix affichés commencent à perdre leur rôle principal. Ils ne reflètent plus l'équilibre. Ils reflètent la dernière transaction possible avant la rupture. Dans ce type de configuration, le marché ne s'ajuste pas progressivement. Il tient, puis il décroche. Et c'est exactement pour cela que les signaux secondaires deviennent cruciaux. Quand le prix ne raconte plus toute l'histoire, il faut regarder où va le capital, qui se positionne, qui anticipe. Parce qu'avant chaque rupture de marché, il y a toujours un groupe qui agit comme si le futur était déjà là. Et ce groupe-là laisse des traces très claires. C'est ce que révèle le prochain indicateur, et il est impossible à ignorer. À ce stade, il faut arrêter de parler comme si tout cela était abstrait, parce que ce mécanisme finit toujours par toucher des gens ordinaires, des entreprises ordinaires. Et toi, directement. L'argent est utilisé dans les panneaux solaires, l'électronique grand public, les réseaux électriques, les équipements médicaux. Ce ne sont pas des produits de luxe. Ce sont des éléments de la vie quotidienne moderne. Quand l'argent devient rare ou difficile à obtenir, ce ne sont pas les traders qui ressentent la pression en premier, ce sont les fabricants. Imagine la scène. Un industriel a des commandes, des délais, des pénalités s'il ne livre pas. Et soudain, son fournisseur lui dit « Le métal est disponible, mais pas au prix d'hier. » Ou pire, pas avec une date de livraison garantie. C'est là que le coût réel apparaît, pas sur un graphique, dans les chaînes de production. Quand un composant clé manque, toute une ligne s'arrête, les coûts explosent, les prix finaux montent, pas par choix idéologique, par contrainte physique. Ce type de tension se transmet toujours vers le consommateur, pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais de manière cumulative. Un peu plus cher ici, un délai plus long là, une qualité réduite ailleurs. Et maintenant, pose-toi une question simple. Si les pays qui consomment le plus d'argent commencent à le retenir, à le sécuriser pour eux-mêmes, qui passe en dernier? Ceux qui n'ont ni production locale, ni stock stratégique? Remarque ce que tu vois déjà autour de toi. Des délais qui s'allongent, des projets énergétiques plus coûteux que prévu, des produits électroniques dont le prix ne baisse plus malgré les progrès technologiques. Ce n'est pas un hasard isolé, c'est le début d'un rationnement discret. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils cherchent une cause politique, une annonce, un événement déclencheur. Mais les pénuries modernes ne commencent pas par des ruptures visibles. Elles commencent par des frictions, des exceptions, des retards temporaires. Quand ces frictions deviennent normales, le système est déjà en train de changer de régime. Si cette sensation te paraît familière, si tu as déjà vu ce film avec l'énergie ou d'autres matières premières, dis-le en commentaire. Parce que ce qui arrive ensuite suit presque toujours le même scénario. Et pour comprendre pourquoi ce genre de situation se répète, il faut arrêter de regarder les événements et commencer à regarder les incitations, les mécanismes, les structures invisibles qui rendent ce résultat presque inévitable. C'est là que l'analyse devient vraiment dérangeante. Voici le mécanisme que les gros titres n'expliquent jamais clairement. Ce n'est pas une question de complot ou de panique irrationnelle. C'est une question d'incitation. Dans le système actuel, les marchés financiers récompensent la liquidité, pas la résilience. Les contrats papier permettent d'échanger du risque sans jamais toucher la matière. Tant que le métal circule librement, ce système fonctionne. Mais dès que l'accès physique devient incertain, l'incitation change brutalement. Regarde qui agit différemment. Les traders cherchent un prix, les industriels cherchent une livraison, les États cherchent une sécurité d'approvisionnement. Et quand ces trois objectifs entrent en conflit, ce n'est jamais le prix affiché qui gagne. C'est celui qui garantit l'accès réel. Plus une ressource devient stratégique, plus elle quitte le domaine du marché libre pour entrer dans celui du contrôle, pas par idéologie, par nécessité. C'est pour cela que la fragmentation actuelle n'est pas une anomalie temporaire.
Elle est le résultat logique d'un monde où les chaînes d'approvisionnement sont devenues des leviers de pouvoir. Celui qui contrôle le flux contrôle le rythme, celui qui contrôle le rythme contrôle le prix final, et voici le point le plus inconfortable. Une fois qu'un système bascule dans cette logique, il ne revient pas spontanément en arrière. Les acteurs qui ont sécurisé leur position n'ont aucun intérêt à rétablir l'ancienne fluidité. La rareté devient un avantage. La pénurie n'est plus seulement subie, elle est gérée. C'est ce qui explique pourquoi les signaux d'alerte sont minimisés, pourquoi on parle encore de cycle, de volatilité passagère, de normalisation à venir. Ces récits rassurent, mais ils ignorent le cœur du problème. Le système a changé de priorité. Il ne s'agit plus d'optimiser le prix global, il s'agit de garantir l'accès local. Et quand cette logique s'impose, le futur ne se décide pas sur les graphiques d'hier, mais sur les décisions prises aujourd'hui, en coulisses, par ceux qui pensent déjà en termes de pénurie. À partir de là, la trajectoire n'est plus linéaire, elle devient binaire. Stabilisation forcée ou rupture visible. Et la direction dépend de ce qui se passe ensuite. Des prochains mouvements, des choix qui sont déjà en train de se former, c'est là que l'histoire entre dans sa phase la plus instable. À partir de maintenant, il n'y a plus qu'un nombre limité de trajectoires possibles et aucune n'est confortable. Première voie. Le système tient encore un moment. Les marchés occidentaux continuent d'afficher un prix contenu. Les stocks restants sont utilisés comme amortisseurs. Chaque tension est traitée comme temporaire. Tant qu'il reste du métal disponible dans les coffres, cette illusion peut survivre, mais elle a un coût invisible. Chaque semaine qui passe réduit la marge de manœuvre. Deuxième voie, la réalité physique finit par imposer son rythme. Les régions où l'argent est indispensable, production industrielle, énergie, technologie, acceptent de payer plus, ouvertement. Le prix monte non pas parce que le marché panique, mais parce que l'accès devient prioritaire sur le prix. Dans ce scénario, la hausse n'est pas explosive au départ. Elle est persistante. Elle ne redescend pas. Chaque correction est plus courte. Chaque sommet devient un nouveau plancher. Et maintenant, remarque quelque chose de crucial. Ces deux trajectoires peuvent coexister jusqu'à un point précis. Un point où le système ne peut plus faire semblant. Ce point n'est pas annoncé. Il se manifeste par un détail logistique. Un retard, une livraison partielle, une enchère perdue. C'est là que le marché bascule d'un ajustement graduel à une réévaluation brutale. Historiquement, les matières premières stratégiques ne préviennent pas avant de changer de régime. Elles dérivent, puis elles sautent. Et ceux qui regardent encore les anciens repères se demandent ce qui vient de se passer. Si la trajectoire actuelle se poursuit, la prochaine grande décision ne viendra pas d'un discours officiel. Elle viendra d'un acteur obligé d'agir parce qu'il n'a plus le choix. Et c'est ce qui rend la situation si instable. Le prochain mouvement est déjà en préparation. Il est silencieux. Il n'a pas encore de titre, mais il se formera là où la pression est maximale. Quand il apparaîtra, il donnera l'impression d'un choc soudain. En réalité, ce sera simplement la suite logique de tout ce que nous venons de voir. Et c'est exactement pour cela que la dernière question n'est pas si, mais quand. Alors voilà l'idée clé à retenir, celle qui recadre toute l'histoire. Le marché de l'argent n'est pas en train de monter. Il est en train de se réorganiser. Ce que nous avons observé jusqu'ici, ce ne sont pas des réactions émotionnelles isolées. Ce sont des décisions cohérentes. Un pays qui sécurise la quantité. Une région qui impose sa réalité de prix, des flux qui cessent de circuler librement et des marchés qui continuent d'afficher un chiffre comme si rien n'avait changé. Quand la quantité devient stratégique, le prix cesse d'être une découverte collective. Il devient un filtre. Ceux qui ont accès continuent d'avancer. Les autres attendent ou sortent du jeu. C'est pour ça que le chiffre que tu vois aujourd'hui n'est pas un sommet, ni même un objectif. C'est un point de friction, un endroit où deux réalités se rencontrent, celle du papier et celle du métal. Et l'une des deux finira par céder. Reformule toute l'histoire en une seule phrase. L'argent n'est pas cher parce que le monde va mal. Il devient cher parce que le monde se prépare à manquer. Et la vraie boucle se trouve ici. Ce que nous avons décrit pour l'argent n'est pas unique. C'est un modèle, quantité sécurisée, flux fragmenté, prix déconnecté.
Ce schéma est déjà en train d'apparaître ailleurs. La prochaine question n'est donc pas où va le prix demain. La vraie question est, quelle est la prochaine ressource à suivre exactement le même chemin? Si tu veux rester en avance sur ces bascules, si tu veux comprendre les mouvements avant qu'ils n'atteignent les gros titres, reste ici. Abonne-toi, parce que la surface des marchés raconte une histoire rassurante. Mais sous la surface, quelque chose d'autre est déjà en train de se mettre en place. Et une fois que ces mouvements deviennent visibles pour tout le monde, il est toujours trop tard pour réagir.